Oui, donc très rapidement, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est que la charte fleuve sans plastique et son dispositif, son origine et son dispositif d'accompagnement. Ensuite, nous devions avoir deux intervenants. D'abord, la commune de Villaines-sur-Seine avec Madame Marie-Agnès Bouissou. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Alors, je m'excuse de la part de Monsieur Jules Bi de la ville de Limoges qui malheureusement a un empêchement personnel ce matin et ne peut se joindre à nous. Et ensuite, nous aurons également Monsieur Maxime Cordier d'Agorès qui sera présent et Madame Claire Poulain de l'Arbre Région Sud qui viendront nous parler à la fois des enjeux de réglementation, mais aussi des dispositifs d'accompagnement qui sont proposés pour les communes qui souhaitent s'engager sur ces enjeux de sortie des plastiques. Et nous terminerons évidemment avec un temps de questions-réponses que je vais garder pour la fin. Donc, n'hésitez pas à conserver vos questions pour les différents intervenants pour la fin du webinaire afin que nous puissions répondre à l'ensemble d'entre elles. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la charte fleuve sans plastique? Alors, la charte fleuve sans plastique, c'est une initiative qui a été lancée au moment des élections municipales de 2020 par trois institutions, la Compagnie nationale du Rhône, la Fondation Tara Océan et Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Elle fait suite à l'expédition Tara Microplastique de la Fondation Tara Océan, qui avait étudié notamment le lien entre les pollutions à terre et l'émission des plastiques à terre et les plastiques qu'on retrouve, nous, en mer lors de nos expéditions. Et donc, cette volonté d'engager les collectivités locales, y compris les collectivités des bassins, on va dire, en amont des océans, de les engager dans la lutte contre les pollutions plastiques et notamment via un prisme de réduction de l'usage des plastiques à la source. Aujourd'hui, elle est animée avec plusieurs partenaires, notamment le ministère de la Transition écologique et l'ADEME et Voies navigables de France, mais également plusieurs associations d'élus, l'AMF, la PVF et les Écomers. Je remercie tout particulièrement la PVF et les Écomers. J'imagine qu'on doit avoir quelques membres de leur réseau, car ils ont relayé avec grand plaisir ce webinaire. Merci à eux. Et également des acteurs en lien avec la protection de la ressource en eau, en tout cas les activités liées à l'eau, la Fédération française d'aviron qui partage avec les communes où elle est implantée cette charte et également Team River Clean sur les enjeux de nettoyage des berges et des cours d'eau. Cette charte, elle est structurée en quatre axes que vous voyez. Premier axe qui est autour de l'enjeu d'agir contre la propagation des déchets plastiques et ce, avec un objectif d'agir le plus en amont possible. Également, le fait de faire de la lutte contre la pollution plastique une priorité du mandat en orientant l'ensemble des politiques publiques vers cette réduction de l'usage des plastiques. Ça tient également évidemment au contexte de lancement de cette charte et également un enjeu de transformer cet enjeu en opportunité de mobilisation et d'innovation avec l'ensemble des acteurs du territoire, qui rejoint également le dernier axe, qui est un enjeu de partenariat et de solidarité avec l'ensemble des acteurs. Les objectifs, ils sont assez clairs, c'est donc d'appliquer sur le terrain les obligations réglementaires qui vont être liées au plastique, car il y en a déjà plusieurs qui peuvent exister, mais qui n'ont pas forcément une capacité aussi à être déclinées auprès des collectivités locales, d'identifier les flux territoriaux de plastique et les sources négligées de pollution. De temps en temps, les plastiques peuvent être de temps en temps assez dissimulés et difficiles à identifier aussi dans les enjeux de réduction, mais également de construire du coup des solutions qui mobilisent l'ensemble des compétences réglementaires des communes et des intercommunalités, car la charte s'adresse à à ces deux échelons des collectivités locales. Elle réunit aujourd'hui plus d'une centaine de signataires, dont la ville de Villaines-sur-Seine, dont Madame Bouissou vous parlera plus tard. Les modalités d'action aujourd'hui, elles sont les suivantes. On réalise d'abord un reporting annuel qui inventorie l'ensemble des bonnes pratiques liées aux pollutions plastiques qui vont être mises en place par les signataires. On a publié également un guide de bonnes pratiques qui recensait l'ensemble des actions qui peuvent être mises en place sur base des compétences légales des collectivités et qui a été publié en 2021. Et également utiliser ces retours de reporting pour essayer d'avoir des temps forts d'animation pour engager déjà de nouveaux territoires dans l'action de lutte contre les pollutions plastiques, mais également pour partager les bonnes pratiques qui sont mises en place, identifier collectivement les freins, les leviers et les opportunités d'action dans la lutte contre les pollutions plastiques. Cette charte, elle est disponible évidemment pour l'ensemble des communes et des intercommunalités qui souhaitent s'y engager. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les différentes actions qui sont mises en place par nos signataires, voire même engager votre collectivité dans cette initiative, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Charte Fleuve sans plastique.
que vous pouvez retrouver sur Internet en tapant tout simplement Charte Fleuve sans plastique et vous verrez apparaître le site immédiatement. Je vais passer la parole à Madame Marie-Agnès Bouissou dans un premier temps. Madame Bouissou, donc vous êtes première adjointe en charge des affaires scolaires au sein de la commune de Villaines-sur-Seine, qui a mis en place donc une action de réduction des pollutions, enfin de l'usage des plastiques même à la source dans votre cantine scolaire. Est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être nous décrire un petit peu le dispositif de cantine scolaire que vous aviez sur votre collectivité avant les actions desquelles vous allez nous parler ensuite. Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que je peux d'abord poser une question pour savoir qui participe à ce webinaire, en fait? Mais bien sûr, j'aurais Ce sont dû le des préciser élus, avant. Ouais. Et il y a des élus, des techniciens également. Je vois qu'il y a également des représentants du réseau Ecomer qui sont présents. Donc, on parle un dispositif, un panel assez varié qui vont des élus aux techniciens et chargés de mission. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc, pour faire une petite présentation rapide de ma commune, Vilaine est une petite ville des Yvelines, donc près de Paris, une petite commune d'environ 5 500 habitants. Nous avons environ 560 élèves répartis dans 4 écoles et donc 4 cantines. Nous n'avons pas de cuisine centrale. Nous sommes une petite commune, comme je vous l'ai dit, donc avec peu de moyens, ce qui implique un gros investissement de la part des élus et des services au quotidien. Et donc, chaque avancée que nous pouvons réaliser est pour nous une petite victoire. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrit dans ces petites victoires de notre quotidien. Donc, quand nous sommes arrivés en 2020 pour répondre à votre question, nous avions un prestataire de restauration qui était un gros de la restauration puisque c'était Elior. À la fois les parents, mais également les précédents élus n'étaient pas particulièrement satisfaits de ce prestataire, mais nous avons dû faire avec jusqu'à la fin du contrat, du marché. Elior nous livrait environ 500 repas par jour en liaison froide dans des barquettes en pulpe protégées par un film plastique qui était évidemment chauffé lorsqu'il passait dans nos fours. Donc ça, c'était notre premier constat. Dans nos cantines, nous avions pas mal de vaisselle en plastique, des gobelets, des carafes, quelques assiettes, quelques plats. Et nous avions également un self qui n'était pas utilisé car il était en très mauvais état et irréparable. Donc voilà un peu, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité en juillet 2020, ce que nous avons pu constater dans nos cantines. Merci beaucoup. Et donc ensuite, Villaines-sur-Seine a mis en place une politique globale de réduction de l'usage des plastiques, et ce, dans divers secteurs de la collectivité, notamment dans ces cantines scolaires. Et vous étiez responsable de la mise en place, de décliner ces actions à l'échelle des cantines scolaires. Est-ce que vous pouvez nous parler donc du dispositif que vous avez mis en place, et tout particulièrement sur le suivi des travaux qui ont dû être nécessaires et les modifications apportées aux installations déjà présentes? Oui, oui, bien sûr. Alors, nous avons d'abord créé une nouvelle délégation qui n'existait pas. Nous avons eu un élu dédié à la transition écologique et énergétique, ce qui pour nous nous a beaucoup aidé, moi particulièrement, parce que c'est un élu qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui, mais elle est très poussive. Et donc, elle m'a moi-même fait beaucoup progresser à titre personnel sur la sensibilisation à cette problématique. Et donc, nous avons décidé avec elle d'améliorer tant le contenu que le contenant des repas. Donc, dans un cadre plus général, nous avons décidé de devancer, entre guillemets, la loi Egalim, dont on va parler un peu plus tard, je crois. Et nous avons pris des engagements, que ce soit à la fois des engagements contractuels ou des engagements plus comme des signatures de chartes. Alors, en ce qui concerne d'abord nos engagements contractuels, nous avons signé une première convention avec la Croix-Rouge, toujours dans le cadre de la loi Egalim. La Croix-Rouge est venue collecter nos denrées alimentaires pour lutter contre le gaspillage. Ça a été un de nos premiers contrats. Et puis, nous avons signé un avenant avec Elior qui nous a permis, sans augmentation des prix pour les familles,
pour passer donc de 20% de bio à 40% de bio, de 20% de local à 40% de local. Et nous sommes passés de 5 à 4 composantes, à la fois pour réduire le gaspillage, mais aussi pour éviter une hausse des prix pour les familles. Donc ça, c'était un peu pour le contexte général de cette loi Egalim. En termes de charte, nous nous sommes engagés dans la charte Fleuve sans plastique, donc celle que vous venez de nous présenter. Nous l'avons fait assez vite puisque nous l'avons fait avant la fin de l'année 2020. Notre maire s'est engagé et a signé pour le compte de la commune. Et puis nous sommes également engagés dans une autre démarche qui est la démarche Mon Resto Responsable. Donc nous avons signé cette charte à l'occasion d'une séance publique assez officielle qui nous a permis d'impliquer aussi nos agents. Et cette démarche Mon Resto Responsable, qui est initiée par la Fondation Nicolas Hulot, nous a permis de faire évoluer nos cantines. Et il propose 4 piliers d'amélioration. Donc, le bien-être des convives, l'assiette responsable, les éco-gestes et puis un engagement social et territorial. Donc, je ne détaille pas tout ça. Nous avons signé 21 engagements dans le cadre donc, de cette démarche Mon Resto Responsable. Et parmi ces 21 engagements figurait la disparition progressive du plastique dans nos cantines. Et donc, fort de la signature de ces 2 chartes, nous avons beaucoup travaillé avec les services pour déterminer un plan d'action. Et nous avons commencé par faire par nous-mêmes ce que nous pouvions faire donc, en interne, comme par exemple changer toute la vaisselle en plastique de nos cantines. Donc, sur 3 ans, 2021, 22 et 23, nous avons changé tous nos gobelets en plastique, toutes nos carafes, quelques assiettes, quelques plats. Nous n'avons plus rien aujourd'hui à base de plastique. Et vous m'avez demandé de chiffrer ce coût, et donc c'était environ, ça nous a coûté environ pour nos 4 écoles 6 000 euros. Voilà. Et puis, en dehors de ce que nous avons pu faire par nous-mêmes en interne, nous avons travaillé en externe avec nos différents interlocuteurs pour traiter de ce qui était la partie contenant. Nous avons demandé à Elior de réaliser un audit pour le passage au bac gastro, puisque nous voulions passer à l'inox. Alors, l'audit s'est soldé par des conclusions extrêmement onéreuses pour le passage à ces bacs inox, avec un coût à répercuter sur les familles qui nous a paru colossal. Et du coup, nous avons décidé de surseoir et d'attendre le renouvellement du marché qui devait intervenir l'année d'après, en septembre 2022. Comme autre interlocuteur que nous avons associé à notre réflexion sur les contenants, ce sont les parents d'élèves. Donc, les parents d'élèves ont été très moteurs pour le passage au bac inox. Nous les avons associés à la co-construction du nouveau marché de restauration. Donc, ils ont mené une enquête. Nous avons utilisé les résultats de cette enquête pour déterminer avec les délégués de parents d'élèves les critères qui étaient importants pour eux pour l'élaboration du cahier des charges, que ce soit en termes de goût, de présentation, de prix et évidemment de passage au bac inox. Et puis, nous avons renouvelé notre marché de la restauration en juin 2022 en choisissant un prestataire qui s'appelle Convivio et qui remplissait les critères à la fois définis par les parents et pour nous, l'un des critères principaux qui était celui du passage au bac inox. Nous avons débuté le marché avec Convivio en septembre 2022 et nous avons mis 1 an à réaliser nous-mêmes les investissements qui se sont avérés nécessaires. Donc, pendant l'été 2023, nous avons travaillé avec les agents pour des travaux de maçonnerie que nous avons fait soit en régie, soit avec des prestataires externes. Nous avons également dû retirer ce fameux self qui ne fonctionnait plus. Nous avons réaménagé cet office, donc un coût de travaux d'environ 10 000 euros. Et puis, nous avons acheté pas mal de matériel pour équiper nos offices. Nous avons dû investir dans des armoires froides ou des armoires de maintien en température ou des cuves de trempage. Tout ça pour environ 20 000 euros pour équiper nos 4 offices.
Donc, si on fait le total, 6 000 € pour changer la vaisselle, 10 000 € pour les travaux et puis 20 000 € environ d'équipement en matériel chaud-froid. Et nous avons pu passer au bac inox récemment, en septembre 2023, donc à la rentrée des vacances scolaires. Les parents et les élèves ont eu la bonne surprise de voir que les bacs inox étaient en service dans nos cantines. Eh ben, merci beaucoup. Donc, ça fait un total donc, de 36 000 euros si on prend en compte à la fois le passage sur le back inox, mais également le changement pour les enjeux de service à table et donc avec la vaisselle. Peut-être que je peux prendre juste quelques questions que je vois apparaître dans le chat immédiatement. La vaisselle que vous avez remplacée initialement en plastique, vous l'avez remplacée par du verre. Par quel matériau vous avez remplacé ça? Oui, par du verre, mais aussi pour les maternelles, plutôt de l'inox, timbale en inox pour les maternelles. Du verre pour les élémentaires et de la porcelaine pour tout le monde pour les assiettes. Inox également pour les carafes. Et d'un point de vue mise en œuvre, du coup, au moment du changement de prestataire à la fin du contrat, vous avez spécifié dans votre cahier des charges l'usage exclusif du bac gastro pour le prestataire. C'est donc ça. Oui et non, c'est-à-dire qu'on leur a précisé que nous n'étions pas prêts pour le passage au bac inox la première année, mais on leur a demandé la possibilité de passer au bac inox en cours de marché. Voilà. Ok, très clair. Et je voulais aussi rebondir peut-être sur, alors on n'appelle pas ça forcément des imprévus, mais donc on parle beaucoup là d'investissement matériel. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi sur ces enjeux de transition, des investissements qui sont faits également sur les enjeux peut-être de formation, c'est, on va dire, les à côté Mm. qui doivent accompagner cette transition? Oui, tout à fait. Il y a quelques points de vigilance, évidemment, dans cette transition. Alors, on a d'abord fait venir un conseiller en prévention des risques professionnels qui nous a aidé à élaborer donc, notre document unique. Il a évidemment insisté sur le risque de brûlure, puisque les agents manipulent des bacs en inox chaud. Ils s'exposent donc à des risques de brûlure avec le bac lui-même, mais aussi avec les éclaboussures. Donc, ce qu'on a mis en place nous-mêmes spontanément dans la commune, c'est évidemment de mettre à disposition des agents des gants de protection longs qui couvrent les avant-bras, ce qui a été validé par d'ailleurs notre conseiller en prévention des risques et qui nous a recommandé évidemment d'avoir une paire de gants longs en dépannage que nous avons fait pour nos 4 offices. Il a également insisté sur les postures, puisque nos agents travaillent avec des postures contraignantes, ils portent des poids importants, ils travaillent penchés à hauteur d'enfant pour les maternelles. Donc, ce que nous avons mis en place spontanément, c'est que les assiettes sont dorénavant remplies depuis le chariot, en posture donc debout pour nos agents. Et seul dorénavant, le service se fait à hauteur d'enfant. Ce qu'a préconisé le conseiller, c'est ce que vous avez dit, de former régulièrement nos agents aux risques liés aux gestes et postures, et puis d'acheter quelques chariots supplémentaires, ce que nous allons faire bientôt. En autre point de vigilance, j'ai parlé tout à l'heure d'associer les parents, donc c'était très positif puisque la co-construction du marché a permis de les embarquer avec nous dans ce projet. Cependant, vous vous doutez bien que les délégués de parents d'élèves sont très pressants et dès que nous avons parlé de ce projet, ils ont trouvé que la durée de quasiment 3 ans pour le mettre en place avait été très long. Et donc, on a été beaucoup interrogés lors des conseils d'école sur l'état d'avancement de notre projet. Donc, c'est vrai qu'il y a 3 conseils d'école par an. Donc, à chaque fois, on nous sollicitait sur ce point d'étape. Ils sont très pressants aussi lors des commissions menus, puisque nous avons à Vilaine des commissions menus auxquelles les parents participent pour élaborer les repas. Donc là aussi, c'était assez lourd, hein, on peut le dire. Ils sont très, très vigilants, on va dire. Et puis, ils déjeunent aussi avec nous régulièrement dans les cantines. Donc là, à chaque fois aussi, on nous réinterrogeait. Mais bon, associer les parents a été au final une bonne chose. Et également associer les agents. La recette vraiment pour que les agents s'emparent du sujet, c'est de les impliquer dès le début.
Donc, ils ont participé avec nous à notre engagement dans la démarche Mon Resto Responsable. On les a beaucoup associés en amont. Et puis, le jour de la signature, très officielle, ils étaient présents. Donc, ça, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils sont aussi associés aux commissions menus. On a un agent de chaque cantine qui est présent à l'élaboration des menus et il voit bien aussi hein, comment les parents pouvaient nous presser. Et puis surtout leur expliquer aux agents les risques du plastique, les enjeux, l'intérêt du zéro plastique, ce qui a permis pour nous de leur faire comprendre que c'était bon pour les enfants, mais qu'évidemment c'était aussi bon pour eux puisqu'ils déjeunent dans nos cantines. Merci beaucoup. Je note aussi, donc, du coup, dans cet accompagnement des agents, vous avez parlé de ce dispositif Mon Resto Responsable. Vous êtes également donc, membre de l'association AME 78 qui regroupe donc, des élus en charge des affaires sociales dans les Yvelines, avec qui vous avez pu partager aussi ces initiatives. Les affaires Euh, scolaires, les affaires scolaires. les affaires scolaires, pardon, excusez-moi. Avec qui vous avez pu partager cette initiative. Alors, je me permets juste d'avancer, merci beaucoup, Madame Bouissou, à notre prochain intervenant, à nos prochains intervenants même. J'ai bien noté vos questions dans le chat, on aura un temps d'échange à la fin pour pouvoir les reprendre. Je vais passer la parole à monsieur Maxime Cordier, qui précédera donc Madame Claire Poulain. Monsieur Cordier, donc vous êtes vice-président d'Agores. La loi Egalim a déjà été citée plusieurs fois dans l'intervention de Madame Bouissou, car on est un peu à mi-chemin entre des initiatives volontaires, mais aussi également une date butoir qui approche pour la mise en place de cette transition. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus? Parfait. Il y a combien de temps exactement? Vous avez 15 minutes. Parfait. Donc, moi, je suis le vice-président de l'association Agores que je vais présenter en 15 secondes et je suis le directeur de la restauration de la ville de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. On a une cuisine centrale c'est une ville de 56 000 habitants et puis une centrale a fait 5 000 couverts, 18 écoles et c'est une cuisine centrale qui est en inox depuis toujours. Elle a été construite comme ça. Et on est la première ville depuis 3 ans à faire même du portage à domicile en réemploi en inox. Qui est pour celles et ceux qui sont intéressés une expérience que je pourrais partager avec plaisir. Ça, c'est pour ma casquette à Fontenay. Je suis le vice-président d'Agores. Agores, c'est l'association des fonctionnaires territoriaux de la restauration. Alors, c'est pas comme l'association Restoco qui diffuse Mon Resto Responsable que Mme Lissou nous a présenté. Nous, on représente la fonction publique territoriale, la restauration publique en régie euh, et en opposition au modèle de fonctionnement type fonctionnement privé. On est tous des bénévoles. Et pour les participants qui sont des techniciens à ce webinaire, je vous invite, si vous voulez nous rejoindre, à adhérer à l'association à une seule condition, si vous êtes un minimum un peu militant et un peu en, en engagement personnel pour pouvoir faire bouger les choses. C'est-à-dire que surtout, remplir des bulletins d'adhésion, on n'y arrive plus, mais par contre, il y a une autre association telle que Restoco pour le faire. Nous, vraiment, on souhaite avoir un engagement militant pour faire bouger les choses et la fonction publique territoriale de restauration a la capacité d'avoir un rôle très structurant et c'est ce que fait notre association. Et puis, je vous invite à noter une date importante, les 29, 30 et 31 mai, pour illustrer ce que je vous explique. Les 29, 30 et 31 mai, c'est notre forum annuel où on réunit adhérents et non-adhérents pendant 3 jours, des conférences, des échanges, des ateliers. À l'image de ce qu'on est en train de faire, on est assez peu nombreux. On est lors de notre congrès entre 600 et 800 adhérents de notre association qui arrivent de France et des Outre-mer. L'association Agores s'est saisie de ce sujet, la question des plastiques, depuis 6 ans maintenant, puisqu'on a été le premier groupe de travail officiel national à alerter dès la première alerte de cantine sans plastique, à saisir cette alerte par une traduction concrète par les techniciens, les professionnels que nous étions de la restauration collective, puisque la restauration collective, à l'image de l'expérience de Vilaine, euh, était pas utilisait pas du plastique, mais était souvent construite autour du plastique. Et c'était le principe de la massification des années 90, et on aurait fait la même chose si on avait été à cette époque-là. C'était la seule solution possible à l'époque, lorsqu'on a uniformisé, centralisé, taylorisé le fonctionnement de la restauration collective. Donc, l'asso Agores s'est mobilisé sur le sujet. On a
et rédigé un premier livre blanc. L'acte 1 du livre blanc sur le paysage global, c'est en 2019, sur le paysage, qu'est-ce que c'était qu'un plastique et comment il était utilisé en restauration collective. En 2022, on a écrit un deuxième livre blanc qui est réellement 3 ans après, où sont les collectivités, les grosses, les petites, les moyennes, en France, en Outre-mer, qui se sont mobilisées sur cette question-là en établissant, cette fois dans un vrai livre blanc, des exemples concrets, chiffrés, opérationnels, reproductible d'une certaine manière, parce que rien n'est totalement reproductible en matière de restauration collective par simplement copier-coller, mais reproductible d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'acte 2 du livre blanc. Et puis nous sommes en pleine rédaction et il va sortir dans quelques semaines, quelques mois au plus tard. On rédige un recueil de solutions opérationnelles techniques, une sorte de catalogue, avec une exploitation concrète sur le terrain de 12 fournisseurs qui sont des exposants lors de notre salon et qui rentrent dans le champ de ces alternatives au plastique. Donc voilà ce qui légitime la parole de l'association Agores sur le sujet. La loi Egalim. Ou plutôt le paysage réglementaire et institutionnel. Donc l'article 28 de la loi Egalim, il est normalement connu de tout le monde. Il reste tout de même à lui mettre un peu de gras autour de l'os à cet article-là, et c'est ce que fait dans le paysage institutionnel, tout le monde doit le savoir, c'est ce que fait à l'heure actuelle un groupe de travail au sein du Conseil national de la restauration collective, un groupe de travail dans lequel est présente l'association Agores, un groupe de travail national qui justement rentre dans le détail de la traduction concrète, sous forme d'ordonnance ou de décret, de cet article 28. Parce qu'il ne s'agit pas simplement en 4 lignes d'écrire sortie des plastiques. Il faut rentrer dans le détail. Qu'est-ce qu'un plastique? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Voire qu'est-ce qui va relever de l'autorisation dérogatoire? Et on sait très bien que c'est typiquement dans ces autorisations dérogatoires, les effets de bord, qu'il y a parfois des spécificités ou des nuances. Ce groupe de travail va aussi, lui aussi, travailler à recenser des solutions, des alternatives opérationnelles concrètes sous forme de livrables, cette fois de livrables institutionnels, de livrables nationaux, et puis de travailler évidemment sur la question des financements à disponibilité des collectivités. Donc, il y a 36 000 communes, 24 000 cantines, il y a 1600 cuisines centrales en France, et parmi ces 1600 cuisines centrales, il n'y en a que 10% qui font plus de 5 000 couverts. Donc, quand on fait plus de 5 000 couverts qu'on est en plastique, on est très, très impacté par cette modification, alors que des plus petites structures sont, elles, même si elles ont très peu de moyens d'investissement, elles sont, elles, en réalité un peu moins impactées quant à leur fonctionnement, souvent très dépendant du plastique, d'une chaîne de conditionnement. Donc, il y a un paysage multiple qui fait que, d'ailleurs, on le voit dans l'article 28, il y a une dérogation pour les petites collectivités à horizon de 2028, petites collectivités étant celles relevant de la DSR en dessous de 2000 habitants. Donc, voici pour le paysage institutionnel, l'article 28 et le travail en cours du groupe de travail du Conseil national de la restauration collective qui se réunit une fois par mois et qui, normalement, au mois de juin prochain, devrait sortir un premier livrable avec des solutions opérationnelles et des financements qui vont avec. Il n'est pas simple pour ce groupe de travail sans transgresser mon devoir de réserve et de discrétion, il n'est pas simple pour ce groupe de travail d'établir de manière très claire quelles sont et quelles vont être les solutions pour aujourd'hui et pour demain. Alors, il n'y en a pas des tonnes. L'exemple principal, donc, c'est la boucle de réemploi, c'est les systèmes de réemploi tels que l'inox ou le verre. La question de la vaisselle, c'est une question importante, bien sûr. Là, je me concentre vraiment sur les contenants types qui servent à la liaison froide principalement. Donc, l'inox et des solutions en verre également. Et puis, bien évidemment, alors on nous chantait que le plastique, c'était fantastique. Désormais, on en a même qui nous disent que le jetable, c'est formidable. Donc, il existe dans le landerneau de français beaucoup de fournisseurs qui vous prétendent qu'il y a du jetable de l'usage unique Egalim compatible. Ça, c'est typiquement les détails qui sont en train d'être analysés par le groupe national de
le groupe plastique du Conseil national de la restauration collective pour savoir exactement qu'est-ce qui relève de l'interdiction et qu'est-ce qui ne le relève pas. Alors, on découvre qu'il y a de la cellulose entremaillée qui n'a pas besoin de liner, qu'il y a dans la filière papier des barquettes qui sont coulées dans la masse et qui, pareil, n'ont pas besoin de liner pour leur étanchéité. Il y a tout un tas de solutions comme ça qui, business is business, hein, évidemment, et qui sont proposées aux restaurateurs collectifs qui ne sont pas tous aussi mobilisés que nous le sommes. Là, je ne sais pas combien on est une trentaine là. Et puis vous verrez, si je vous le souhaite de venir dans notre forum, vous verrez plusieurs centaines de fonctionnaires territoriaux qui sont mobilisés, mais tout le monde n'est pas comme nous et il peut être tentant pour beaucoup de professionnels de passer sur toujours du jetable, mais du jetable soi-disant vertueux. Non, 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 je vous le dis tout de suite, d'emblée, les solutions se trouvent plutôt dans les matériaux de réemploi qui existaient depuis longtemps, qui existaient hier et qui existent aujourd'hui, plutôt que d'attendre le jetable de demain. Ne tombez pas là-dedans, que ce soit les élus ou les techniciens. Vous feriez une erreur. Sans doute, vous répondriez de manière rapide et immédiate aux nombreux irritants. Madame Bouissou est rentrée un petit peu dans le détail, mais il y en a des tonnes beaucoup plus importants pour parfois des structures plus grandes en taille. Vous répondriez à lever les irritants tout de suite, mais vous n'auriez qu'une solution transitoire, intermédiaire, quand bien même on établirait qu'on trouverait un jetable formidable. Non, non, les solutions se trouvent pour les professionnels de la restauration collective dans des systèmes de réemploi, principalement l'inox, d'autant plus que les systèmes de recyclage, que ce soit le verre ou l'inox, sont des systèmes de recyclage à vie et de manière définitive. Donc, les solutions se trouvent beaucoup plus dans les systèmes de réemploi qui existent et qui se développent. Bien évidemment, et ça fera partie du travail que ce soit d'une association comme la nôtre ou d'un groupe de travail institutionnel comme celui du CNRC, c'est d'accompagner par des financements cette transition, puisqu'en fonction des échelles, cette transition peut être extrêmement importante, que ce soit avec des choix de lavage dans les écoles et après de récupération à la cuisine avec un deuxième lavage, de lavage que dans une cuisine centrale, de changer carrément de système. Ce qui était intéressant dans le cas de Vilaine-sur-Seine, c'est que c'est comme toujours, la question du plastique s'intègre dans un paysage global. Vous ne pouvez pas simplement réfléchir sur la qualité des contenants alimentaires sans avoir une vision, je suis désolé du terme, mais une vision holistique, une vision complète. Et ça n'est pas qu'un avantage, ça. C'est-à-dire, imaginez-vous que le paysage de la restauration collective, moi ça fait 22 ans que je fais ce métier-là, il y a 20 ans, les cantines, on n'en parlait pas. Ça n'intéressait pas ou très peu les maires. En gros, on regardait le menu, on nous parlait d'HACCP, on nous parlait de tout ça. Aujourd'hui, la restauration collective, les cantines sont devenues un sujet qui, dans les prochaines municipales, dans les dernières de 2020, c'était le cas, mais dans les prochaines, vous n'avez plus une seule équipe municipale qui n'a pas au minimum une ligne sur son sujet de la restauration collective. Plus une. Et c'est un sujet qui est devenu hyper important, tant sur la construction des filières agricoles de territoire, la question du gaspillage alimentaire, la question de l'éducation au goût, la question de l'origine des produits, la question de la diversification des sources de protéines, de l'impact environnemental, la question des plastiques qui vient se percuter à tout ce paysage. Donc imaginez que les restaurateurs collectifs, mes chers amis, et vous êtes un certain nombre à en être, les restaurateurs collectifs sont au milieu de tout ce champ d'application extrêmement complexe, parfois avec des injonctions qui s'opposent lorsqu'on a une augmentation de 16% en 2022 du coût des matières premières, de 15% en 2023 en plus des 16%, et qu'on vient en plus nous dire maintenant il faudra changer les contenants de votre mode de fonctionnement. Eh ben, c'est tout un écosystème de gestion d'injonctions qui n'est pas simple pour les restaurateurs collectifs. Donc, une association comme les nôtres, ça aide à ce que vous ne soyez pas tout seul dans votre champ et que vous vous posiez la question comment font les autres et qu'on partage les bonnes pratiques. Et surtout, ça nécessite à ce que chacun soit un peu formé et converti à la nécessité du changement. Donc, pour en terminer, et après, bien évidemment, je me tiens à disposition pour des questions.
Le paysage institutionnel, c'est le groupe de travail du CNRC et globalement, attention aux solutions en jetables formidables, c'est les mêmes qui nous disaient avant que le plastique était fantastique. Conclusion très claire. Merci beaucoup Maxime. Alors je vais peut-être passer directement à Claire pour qu'on ait le temps pour des questions à la fin. Je sais que Claire a un impératif en plus de bien terminer à l'heure, donc on va passer d'abord à la présentation de structures qui en fait viennent proposer notamment cet accompagnement. On voit la complexité de se situer entre l'initiative pour la volonté d'engagement, on va dire volontaire de réduction des plastiques, se conformer également avec les cadres réglementaires qui peuvent être multiples et s'appliquer aux cantines scolaires, mais également à plusieurs pendants de vos collectivités. Euh, Claire, tu animes en région sud un réseau justement enfin, le réseau pardon, des deux chartes nationales et également de la région sud au sein de l'ARB région sud. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce dispositif d'accompagnement? Oui, pas de souci, merci Martin. Est-ce que par contre je peux partager Bien mon sûr. écran? Il faut que tu Ouais, arrêtes. je te mets hop. Tac. Je pense que normalement, tu devrais pouvoir partager Ouais, ton c'est écran. bon. Voilà, normalement vous voyez ma présentation. Donc C'est tout bonjour à bon. tous. Effectivement, je vais être assez rapide. L'idée, c'est de vous présenter très rapidement notre structure, la mission qu'on mène depuis maintenant 4 ans et demi en région Provence-Alpes Côte d'Azur et les quelques outils sur lesquels on a d'ores et déjà travaillé sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de la restauration et de la suppression des plastiques. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui sont hors de notre région, nous on est une agence publique, on existe depuis plus de 40 ans, notre métier historique ça a toujours été le même, c'est d'accompagner les collectivités locales sur les différents sujets de transition écologique. On est devenu il y a peu un établissement public de coopération environnementale qui a le mérite de nous permettre maintenant d'avoir inclus des nouveaux acteurs dans notre gouvernance, notamment des représentants des associations et du secteur économique. Et donc, nos pilotes historiques sont évidemment la région sud, les acteurs de l'État, l'OFB, etc. Donc, au fil de l'eau, depuis ces 40 ans, nos missions, elles ont évolué en fonction des enjeux que vous avez sur vos territoires, des actualités réglementaires qui avancent et de la demande de nos partenaires. Donc, depuis début 2019, on nous a demandé de travailler sur le sujet des pollutions plastiques, notamment à la demande de la région sud et de l'ADEME et de l'Office français de la biodiversité. L'idée, en fait, cette mission, elle a pour chapeau, effectivement, comme l'a dit Martin, l'animation de 2 chartes qui ont le mérite de pouvoir vous permettre, enfin, qui vous proposent, comme le fait la charte fleuve sans plastique de la Fondation Tara, de pouvoir structurer votre démarche, construire un plan d'action. Et nous, on est l'acteur régional, pour le coup, identifié en tant qu'animateur. On a aujourd'hui plus de 300 acteurs engagés, dont plus d'une centaine de collectivités. Ces collectivités, elles s'engagent à la fois sur des actions de sensibilisation des publics, donc des élus, des citoyens, des usagers, des commerçants, des scolaires, etc. Mais une grande partie du plan d'action qu'on incite à déployer chez les collectivités qui s'engagent, c'est aussi des actions de prévention dans lesquelles s'inscrivent évidemment sur la deuxième ligne. Après la politique d'achat public, on a évidemment l'action sur la restauration collective. Et puis en troisième axe, on incite également à mieux gérer les déchets. Mais donc, depuis 2019, ça nous permet de pouvoir suivre et savoir un petit peu ce qui se passe auprès des collectivités qui s'engagent sur ce sujet, puisque la loi Egalim est au cœur de vos préoccupations. Donc pour ça, donc là j'ai fait juste un petit extract de ce qui pourra peut-être vous être utile à la suite du webinaire. N'hésitez pas, donc encore une fois, on est un établissement public, tout est disponible sur notre site internet. Vous pouvez retrouver de nombreuses initiatives sur notre site de collectivités qui mènent des actions sur la restauration collective, mais pas que. On travaille aussi avec les directions de l'assainissement, avec les directions qui gère les stades de sport, etc., etc. Donc, vous trouvez vraiment plein d'initiatives. Dans le guide qu'on a publié en 2019, il y a également tout un pan sur les fausses solutions et comment essayer d'éviter de tomber dans le panneau parce que malheureusement, comme l'a bien dit Maxime, on a encore beaucoup de personnes qui essayent de nous vendre l'usage unique comme étant une solution.
Donc, vous trouverez plein de messages clés et d'initiatives exemplaires sur cet outil. Et puis également, donc, qui sera complémentaire à aujourd'hui, c'est surtout, je vous les ai mis parce qu'il y a des intervenants de collectivités qu'on a fait intervenir de notre région et d'ailleurs. Donc, ça sera complètement complémentaire avec ce qui a été organisé aujourd'hui dans le webinaire. Donc, on a en 2021, mais vous voyez, on travaille avec Agores à chaque fois, puisque c'est des experts vraiment sur ce sujet grâce à leur groupe de travail. Vous aurez 3 webinaires en ligne que vous retrouverez dans notre rubrique. Et pour information, donc là, ce qui est le travail en cours, on est en train, donc en partenariat avec une association qui est très impliquée dans notre région auprès des commerçants et des restaurateurs privés. On est en plein travail pour sortir d'ici le premier trimestre 2024 un catalogue qui permettra de valoriser des fournisseurs qu'on estime comme étant des fournisseurs qui répondent à tout un tas de critères qui nous semblent être des solutions viables. Donc tout ce travail sera issu d'une année de travail avec des experts qui nous a permis de mettre en place des indicateurs pour essayer d'avoir une conception relativement globale du cycle de vie du produit, parce qu'évidemment, on connaît tous ces analyses de cycle de vie du produit global, c'est quand même des usines à gaz. Là, on a essayé de faire ce travail-là, on a mis les mains dans le cambouis, on verra ce qu'il en ressort. En tout cas, ce travail sera diffusé, une première mouture de ce travail sera diffusée dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine. On fera ensuite des ateliers qui seront ouverts à tous pendant l'année 2024. Et une deuxième mouture sera actualisée par la suite et grâce au retour de vous, collectivités, et aussi des experts et autres qui pourront participer à ce travail-là. Donc voilà notre actualité, c'est ce fameux catalogue. Voilà, on en a parlé tout à l'heure avec Maxime Dagores. On essaiera, on tâchera d'être complémentaire à ce qui est en train de se faire à l'échelle nationale. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les outils, donc comme j'ai juste mis le lien, parce que j'imagine que Martin pourra vous partager la présentation à la suite sur ce lien, vous trouverez sur notre site l'ensemble des éléments dont je viens de vous parler, ainsi que mes contacts. Voilà. Merci Martin pour nous avoir invités. Merci beaucoup Claire. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site également de l'ARP pour consulter ces webinaires qui ont été réalisés en amont sur la même thématique, mais avec des témoignages différents. C'est important de croiser aussi les expertises de chacun sur ces enjeux. Tout le monde a des réalités locales très différentes, des freins identifiés qui peuvent être variables. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter cela aussi pour compléter à notre temps d'échange aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe, il nous reste un petit quart d'heure, donc c'est très bien, qu'on passe aux différentes questions. J'en ai déjà quelques-unes qui apparaissent dans le chat. N'hésitez pas à les rajouter ou à lever la main et prendre la parole, évidemment, si vous le souhaitez également. Alors, j'ai une première question pour Madame Bouissou sur la transition qui s'est faite à Villennes-sur-Seine. Est-ce que le passage à l'inox a modifié le travail des agents en matière de plonge? Avez-vous adapté les contrats de travail pour intégrer cette fonction de plonge? Est-ce que la plonge se fait sur le même site ou vous renvoyez avec un prestataire externe? Alors la plonge, comme c'était le cas auparavant, continue à se faire sur les 4 offices que nous avons. Comme je vous l'ai dit, nous avons investi dans des cuves de trempage pour pouvoir donc nettoyer correctement les bacs. On ne doit pas les rendre désinfectés, mais on doit quand même les rendre propres aux prestataires. Donc, lorsque on nous livre, on récupère le bac sale qui a été juste rincé, on va dire, lavé, mais pas désinfecté encore une fois. On nous livre un bac propre avec évidemment le repas. Et il y a un troisième bac qui est toujours en fabrication. Donc, en réalité, pour un bac, il y en a toujours 3. Mais nous n'avons pas eu besoin de modifier les contrats de travail de nos agents parce qu'ils faisaient déjà la plonge et donc ça n'a rien changé pour nous. Ok, j'ai une autre question, mais qui fait en plus un peu écho à ce que Maxime présentait, Monsieur Cordier présentait juste avant sur cette remise en cause de la chaîne dans son ensemble. Madame Bouissou, il y a une question sur comment la Croix-Rouge récupère les surplus alimentaires. Est-ce qu'il y a une remise en contenant plastique au moment de récupérer les excès, enfin le surplus alimentaire? Alors, ce que la Croix-Rouge récupère, ce n'est pas le plat principal, en fait, ce qui se trouve dans les bacs inox.
ce qu'elle récupère, c'est les denrées qui sont non entamées, non consommées. Autrement dit, ça va porter sur les desserts, donc tout ce qui est yaourt, par exemple, tout ce qui est fruits. En gros, c'est tout ça qu'on va leur donner. Et donc, il n'y a aucune nécessité de les remettre sous une forme de plastique. Donc, les pommes, parce que c'est souvent des pommes, repartent dans leur carton. Et les yaourts repartent évidemment dans leur emballage. C'est à peu près ça qu'on donne. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vois pas forcément d'autres questions. Je sais pas si... Il y avait une question euh, sur le tri, j'ai vu. attendez, peut-être en effet. Oui, en effet, je suis passé à côté. Réalisez-vous le service à table et le self, ça a été déjà précisé. Dans vos écoles, avez-vous mis en place, pardon, le tri dans les restaurants? Alors, ça dépend ce qu'on appelle le tri par les enfants. On n'a pas de table de tri parce que c'est pas tellement adapté avec le service à table. Les tables de tri, ça fonctionne mieux dans les selfs. Mais les enfants, jusqu'à présent, bah, triaient sur la table et utilisaient les barquettes, justement, les barquettes pulpées pour trier. Donc là, ce sont les agents qui vont davantage trier avec l'aide des enfants, puisque les bacs inox ne sont plus sur les tables. Mais évidemment, oui, nous trions, donc nous trions les emballages dans nos cantines. Et puis, nous sommes en réflexion sur le tri des biodéchets. Nous avons beaucoup travaillé la question avec toujours Virginie Ox, l'adjointe aux transitions. Nous sommes d'abord orientés vers un composteur qui aurait été fourni par un prestataire qui s'appelle Upcycle. On s'est rendu compte que c'était un très lourd investissement puisqu'il s'agissait d'un composteur dans lequel nous aurions dû amener tous nos biodéchets de nos 4 cantines, donc une grosse taille, et on avait un investissement d'environ 50 000 euros. Donc, on a beaucoup réfléchi sur la question et finalement, compte tenu de diverses contraintes sur ce composteur, nous avons décidé de débuter le tri des biodéchets en janvier, donc janvier prochain, 2024, avec un système de collecte qui va se faire par une association qui s'appelle les Alchimistes et qui va venir collecter une fois par semaine nos biodéchets, voilà, pour derrière les valoriser en compost. C'est intéressant parce que c'est une vraie question, la latitude financière, on va dire, des collectivités et la manière dont les associations doivent se porter souvent en tant que facilitateurs, des porteurs de solutions face à ce manque de ressources financières. Monsieur Cordier, j'ai une question pour vous dans le chat aussi. Quel regard porte Agorès sur les offres de lavage externalisées qui fleurissent sur le territoire? Une excellente question. L'ADEME vient de sortir une carte interactive de l'ensemble des acteurs ou des lieux de lavage potentiels. Alors, on n'a pas de comparatif avant-après, mais en tous les cas, ça permet d'avoir, c'est drôle parce que ça fait apparaître la fameuse diagonale du vide qu'on connaît en France, mais je vous invite à aller voir sur le site internet de tous ces nombreux lieux. Alors, en fait, on se rend compte que dans la mobilisation de chaque acteur, le choix, il n'y a aucun schéma qui est totalement reproductible. C'est d'ailleurs à ça que sert le travail que fait Agorès, c'est-à-dire qu'on compile ce que fait tout le monde et chacun vient faire ses courses, chacun regarde ce que fait les autres et puis il fait un mélange de tout ça. Donc, la question du lavage, c'est une question qui, justement, vient s'adapter au contexte tel qu'il est pratiqué chez chacun. Si vous avez déjà staffé une équipe qui a des capacités, des compétences en lavage, ce n'est pas du tout la même chose que si vous avez l'habitude dans vos offices de récupérer des barquettes et de les jeter. Si vous avez dans votre cuisine un espace et de stockage et de lavage, ce n'est pas du tout la même chose que si vous n'avez pas cet espace. Si vous êtes proche ou non de ces centres de lavage, parce que je vous dis, sur l'ADEME, il y en a des centaines, mais ça peut vite être loin de chez vous. Il faut faire un calcul, toujours sur les ACV et sur l'impact, il faut faire un calcul des distances parcourues par ces bacs si vous devez externaliser le lavage. Donc, je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais ce sont évidemment ces laveurs
dans le paysage des solutions tout à fait audibles et extrêmement intéressantes. Chacun doit se les approprier en fonction de son contexte et de sa proximité. À de nombreux égards, elles peuvent avoir un gros intérêt. On connaît, nous, en Île-de-France, une démarche qui s'appelle Sémélog, qui va rassembler ça va représenter 120 000 couverts par jour et qui vont sur une quinzaine de villes à Clichy-la-Garenne construire un grand tunnel de lavage et qui va permettre d'équiper chacun, de fournir les barquettes, de les récupérer et de les laver. Donc, le regard d'Agorès là-dessus, c'est que ce sont des nouveaux métiers qui ont tout à fait leur place dans le paysage et qu'au milieu, au début du XXe siècle, il y avait dans Paris des lampes à gaz et puis il y avait 1600 gaziers. Voilà, c'était un métier, on allumait et on éteignait les lampes à gaz. Bon, maintenant, il n'y a plus de lampes à gaz, ce métier-là, il a disparu. Voilà, et les gens, ils font autre chose. Et ça, c'est un nouveau métier qui est en train de se développer. Et le métier de laveur, dans le cadre de ces boucles de réemploi indispensables, là, on est en train de parler de restauration collective, mais vous savez très bien que les restaurateurs, de manière générale, de la restauration commerciale, la restauration traditionnelle, et tout les livreurs vont être concernés par la même chose. Donc, ces métiers du lavage, alors ce n'est pas la poule aux œufs d'or et les nouvelles startups, mais ces métiers du lavage ont tout à fait leur place dans le paysage. Et selon votre dispositif, à date, au moment où vous commencez votre transition, comment vous êtes staffé, comment vous êtes équipé, quels locaux vous avez, eh bien, c'est tout à fait audible et ça peut être une très bonne solution de mettre en place ce lavage externalisé. Attention, dans une cote mal taillée, tous les chiffres qu'on a, ça vous fait entre 20 et 30 centimes par couvert. Ça ne peut pas chercher moins, c'est impossible. Merci beaucoup. Pour continuer sur les enjeux justement de groupement, etc. Donc là, c'était plutôt sur l'aspect lavage, sur l'aspect amont. Il y a une question qui demande si vous avez du recul sur sur les initiatives pardon, de groupement de commandes de back inox. Oui, alors c'est un groupement qui s'appelle Tremplin. C'est une démarche qui est née à la base, je ne veux pas être trop prosélyte, mais qui est née à la base de notre groupe de travail Agorès, et c'était du besoin que de nombreuses collectivités avaient. Alors, je ne peux pas les citer toutes parce qu'elles sont nombreuses, mais c'est Toulouse, Bordeaux, Le Mans, Nantes, bref, un grand nombre de collectivités qui avaient besoin de peser sur les acteurs fabricants, les industriels typiques de l'inox, mais pas seulement du verre, qui avaient besoin de peser pour orienter la R&D vers de l'offre adaptée à la restauration collective par la massification de nos commandes. C'était à ça que ça servait. Et ça sert toujours à ça, le groupement Tremplin, et c'est formidable. Ça agrège tous les besoins en centaines de milliers de bacs inox qui fassent GN1 sur 1, GN1 demi, GN1 tiers, GN1 huitième, GN1 sixième, peu importe, de hauteur 65, de tirage au vide, de couvercle jointé, pas jointé. Le but de ce groupement de travail, c'était d'agréger toutes les commandes et de structurer une offre qui soit adaptée et qui puisse après inonder le marché. Donc, c'est le but. Un recul là-dessus, c'est un groupe, le Tremplin, il travaille à temps plein avec les gens qui sont dessus. On voit bien que le premier impact, c'est qu'à l'heure actuelle, comme je vous le disais, il y a des solutions en matière de réemploi d'inox qui existaient avant. Moi, ça fait 30 ans que je fais que ça et on fait 1 million de repas par an. Et on fait que de l'inox et on n'est pas plus malade qu'ailleurs. Merci, on va très bien. Mais il y a de nouvelles cuisines qui se sont ouvertes que sur cette base de réemploi, avec des systèmes de tirage au vide, avec des systèmes d'ancrage, avec des systèmes sans étiquette, avec des systèmes de QR code et de traçage de tous les bacs. Et on a vu que sans une massification telle que, pas forcément que Tremplin, mais sans une massification, on n'aurait pas eu cette réponse de la part des industriels. Donc le recul, c'est de dire que plus il y a de groupements, plus il y a d'intérêt, mais ça c'est normal pour un vice-président d'Agorès que de vous le dire. Merci beaucoup. Madame Bouissou, il y a une question pour vous. Est-ce que du coup, vous utilisez des chariots pour porter les bacs inox pour servir à table? Oui, tout à fait. Des chariots pour permettre de passer entre les tables. On a constaté qu'on n'en avait pas assez, donc on va mettre au prochain budget d'en acheter davantage. Mais oui, c'est indispensable avec le bac inox.
Merci beaucoup. Et j'ai peut-être une dernière question. Il est déjà 59. Claire, je ne sais pas si tu vas devoir partir à 14 heures pile. Si oui, je te remercie d'avance avant que tu t'éclipses de ta participation. Merci beaucoup. J'ai une dernière question là. C'est l'eau devenant précieuse, est-ce que le bénéfice sera au rendez-vous? Je pense qu'on parle surtout des solutions pour le lavage. Là-dessus, je peux juste intervenir. Il n'y a même pas match entre l'ADEME fournit ces chiffres-là. Il n'y a même pas match entre laver un contenant en réemploi versus fabriquer un contenant jetable, rien qu'en quantité d'eau. Il y a même pas match là-dessus. Genre, on entend Je- beaucoup, ah bah oui, mais ça va consommer de l'eau, machin, versus une barquette que je jetterais. Non, non, il y a même pas match. Ces chiffres-là sont fournis par l'ADEME. C'est même plus une question, ça. Oui, puis moi, je plus sois également sur l'aspect scientifique, sur l'impact des pollutions plastiques d'un point de vue santé, d'un point de vue environnement. Je partage tout à fait cet avis-là. Alors, il est 14 heures pile, donc je vais clore ce webinaire que j'ai réussi à tenir parfaitement dans les temps, ce qui ne m'arrive jamais, donc je m'en félicite également. Merci énormément à l'ensemble des intervenants. Vraiment, c'était de super intéressant. Je pense que le nombre de questions qu'on a eues également le reflète beaucoup. On me demande simplement si c'est possible de partager vos coordonnées et d'obtenir les présentations. Est-ce que vous avez un souci avec ça potentiellement? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Et puis, bon, j'espère que ça en aura inspiré quelques-uns ou aidé tout du moins. Merci énormément. Au revoir.